Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Antoine The Ant-Man. Aujourd'hui nous allons parler des oiseaux, d'environnement, d'avenir et de réflexion à travers un sujet très passionnant et très vaste que sont les oiseaux. Pour ce faire, j'ai invité Priscilla, experte et grande passionnée en ce domaine, à travers une interview riche et très enrichissante. En effet, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire et à aborder sur les oiseaux. Nous allons parler d'évolution, des origines des oiseaux, de la diversité d'espèces, des différents comportements qu'ils peuvent avoir, de l'avenir et de réflexion que l'on peut traiter à travers ce thème qu'est les oiseaux. Bref, je n'en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse découvrir tout ça. Allez, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur la chaîne. Une vidéo plutôt nature. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait une vidéo sur les abeilles, qui était la première vidéo consacrée à l'environnement et à la nature. Et aujourd'hui, pareil, dans le même état d'esprit, on va parler des oiseaux, un monde très vaste, où il n'y a pas beaucoup d'informations trouvées dans la sphère du net, dans la sphère du web. Donc c'est pour ça que j'ai jugé bon d'en parler aujourd'hui avec Priscilla. Priscilla qu'on se connaît depuis du coup pas mal d'années. On était au lycée dans la même classe. Et du coup, on était jusqu'au lycée, jusqu'au bac, ensemble. Et du coup, voilà, il nous a un petit peu séparés. Et tout récemment, je dirais il y a quelques mois. Oui, quelques mois. On s'est recontactés. Et j'ai jugé bon de parler un peu de ce que fait Priscilla dans ses études. Accès écologie, nature et les oiseaux. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Est-ce que tu es d'accord d'en parler? Et puis nous dire un petit peu ton parcours. Bonjour à tous et à tous. Donc du coup, je suis Priscilla Lemel. J'étais du coup jusqu'au lycée avec Antoine. Et aujourd'hui, du coup, je suis doctorante sur la thématique de l'écotoxicologie, donc l'effet des polluants sur les oiseaux en particulier. Et du coup, t'as toujours été intéressée par les oiseaux, du coup? Alors, c'est une passion de toujours. J'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 9 ans. Et je griffonnais, j'écrivais des trucs dans des manuscrits à droite à gauche, je lisais des livres. Et en fait, finalement, j'ai jamais vraiment arrêté, puisque aujourd'hui, je continue à le faire, mais en tant que doctorante, à écrire sur les oiseaux, à me renseigner sur eux, à lire des articles sur eux. Donc finalement, c'est une passion qui s'est jamais éteinte. Ça a passé par des stages sur les oiseaux, du volontariat sur les oiseaux. Et aujourd'hui, voilà, j'ai espoir d'en faire du coup mon métier tous les jours. Effectivement, de faire son métier une passion, c'est le but de chacun, je pense. Hein. Un très bon chemin d'inspirant. Ouais. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Qu'est-ce que, du coup, l'ornithologie, l'histoire, en gros, de la science des oiseaux, nous dit un petit peu sur les oiseaux, en général? L'ornithologie, c'est une science qui s'intéresse, c'est la science de la zoologie qui s'intéresse aux oiseaux, donc thème assez large. Ça regroupe pas mal de choses. C'est souvent une discipline qu'on fait de façon volontaire. Il y a beaucoup d'ornithologues en France qui font ça sur leur temps libre, une passion. On est rarement ornithologue par métier. Souvent, on fait des thématiques de recherche portées sur les oiseaux, qui a un taxon assez étudié quand même parmi le vivant, avec tout ce qui est poisson. Mais pour autant, ça se décline sous différentes formes. C'est souvent aller observer dans la nature, prendre son carnet de terrain, prendre ses jumelles et aller observer dans la nature, ce qui nous reconnecte un peu à écouter les chants, faire du visuel. Et ensuite, il y a aussi du coup l'aspect scientifique parfois de l'ornithologie où nous on s'intéresse à l'étude du comportement. Ça peut passer par le comportement. Là, c'est l'étude de la pollution, mais c'est pas l'ornithologie en soi. C'est juste qu'on a nos modèles d'études sont les oiseaux. Mais l'ornithologie, c'est plus le fait de s'intéresser aux oiseaux, d'acquérir des connaissances souvent sur le terrain, sur leur manière d'être, leur chant, leur comportement, les reconnaître au chant et visuellement, et de s'entraîner. Et puis, c'est une science de passionnés plus que de professionnels aujourd'hui. C'est très vaste. Hein. Je dirais que c'est du coup, ce que tu me dis, c'est une science de terrain, quoi. Une science de pratique de tous les jours. Oui, c'est une science de terrain. Il y a des ornithologues il y a des ornithologues professionnels, mais beaucoup de passionnés surtout. C'est un réseau de passionnés. Et c'est aller sur le terrain, souvent se réveiller à l'aurore, puisque les oiseaux ils chantent à l'aurore, et se faire discret pour écouter le chant des oiseaux, pour essayer de les identifier à l'oreille, pour essayer de les voir, de les quantifier, de voir les flux de migration, parfois les baguer dans les centres de bagage. Avec des personnes habilitées, on les bague pour savoir ce qu'il faut au niveau de la migration.
savoir leur comportement, leur phénologie, etc. Et ensuite, voilà, c'est une science un peu aussi la nuit parfois avec les oiseaux nocturnes. Et puis, parfois, on peut appliquer des thèmes de recherche sur les oiseaux avec des thématiques particulières qui peuvent être très larges. Ça va du comportement à l'adaptation, l'évolution. Voilà, donc l'étude des oiseaux ensuite peut s'intégrer. Voilà, on peut prendre l'oiseau comme modèle d'étude dans de nombreux domaines, que ce soit la génétique, l'évolution, l'écotoxicologie ou le comportement, par exemple. Et du coup, envers ton domaine, où en est la recherche du coup? Donc, pour résumer, l'écotoxicologie, ça me paraît un peu compliqué comme terme, mais c'est juste la toxicologie, c'est de manière générale, et écotoxicologie, c'est la toxicologie qui est appliquée à l'environnement. Donc nous, chez les oiseaux, on s'intéresse à différents polluants, donc c'est assez vaste. Il y a, dans le passé, on s'est intéressé à tout ce qui était DDT, il y a quelques années de ça, quand les oiseaux ils se posaient sur leurs œufs et que les œufs ne supportaient pas la masse de l'oiseau qu'ils pouvaient. Donc il y a eu pas mal d'études à cette époque-là. Les métaux lourds aussi, ça commence, les métaux de manière générale, mercure, arsenic, plomb, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on accumule de la donnée, même si il y a encore des lacunes. Et maintenant, il y a tout ce qui est les polluants émergents qui font partie des problématiques actuelles en écotoxicologie chez les oiseaux, de savoir quelle est finalement l'imprégnation de la faune sauvage par rapport à ces contaminants-là, ces contaminants émergents. Quelles sont l'influence de certains facteurs? Est-ce qu'il y a l'âge qui joue? Est-ce que leur écologie alimentaire qui joue sur la contamination, sur leur niveau de contamination? Donc maintenant, il y a tout ce qui est les polluants émergents qu'on appelle les PFAS, par exemple. C'est un des objets de ma thèse. D'accord, ok. C'est ce qu'on appelle les polyhyperfluoroalkylés. Donc c'est des polluants on entend parler de plus en plus maintenant, qu'on retrouve dans les objets de votre quotidien, que ce soit les poils anti-adhésifs, les mousses anti-taches, que ce soit les vêtements imperméables, les peintures. On en retrouve aussi dans des équipements professionnels. Et on ne connaît pas encore quel est tous les effets sur la faune sauvage. Il commence à avoir des études qui sortent, mais voilà, c'est vraiment novateur. À chaque fois, il y a des nouvelles informations qui sortent dans la sphère scientifique pour savoir quels sont les effets, mais également quels sont les niveaux chez la faune sauvage, en particulier les oiseaux. Ok. Et du coup, ta thèse du coup est spécifiée sur un type d'oiseau ou vraiment les oiseaux en général du coup? Alors, ma thèse, elle porte à la fois sur le mercure, parce qu'on essaie de continuer à savoir ce qui se passe au niveau du mercure, et sur ces polluants émergents, les PFAS. Chez une 40 espèces d'oiseaux. Et en fait, ma thèse, sa particularité, c'est qu'elle est focalisée sur la France métropolitaine, les Outre-mer et l'Antarctique. Donc en fait, ça balaye 40 espèces différentes avec des écologies alimentaires différentes, parce que c'est justement le but, c'est de savoir est-ce qu'il y a une influence de l'écologie alimentaire? Est-ce que si on est plus haut dans la chaîne alimentaire, est-ce qu'on est plus contaminé qu'un oiseau en bas de chaîne trophique? Est-ce que si on est dans une zone tempérée, on est plus contaminé qu'une zone tropicale? Parce qu'il y a aussi les tropiques qui sont inclus dans le projet. Donc c'est 40 espèces, mais focalisées que sur les oiseaux marins par contre. C'est 40 espèces d'oiseaux marins répartis sur l'ensemble du territoire français, métropolitain comme outre-mer, et les collectivités d'outre-mer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur notre territoire à savoir ce qui se passe au niveau des oiseaux qui fréquentent nos littoraux. Et c'est surtout ça qui me plaît c'est un sujet qui me plaît particulièrement dans ma thèse, parce que ça va connaître ce qui se passe autour de nous, parce que parfois on connaît ce qui se passe très loin. Tout à fait. Il y a beaucoup d'études parfois qui se portent sur l'Antarctique, l'Antarctique est inclus, l'Arctique, etc. Et là on a aussi le côté très local de ce qui se passe sur nos territoires, nos collectivités d'outre-mer et notre territoire proche de chez nous finalement. C'est vrai que pour le coup, la France a un très grand territoire, que ce soit maritime ou même territorial, avec les outre-mer. Donc, je pense j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'espèces d'oiseaux. Et on a une grande richesse, donc du coup, c'est vrai que pour le coup, ça serait dommage de tout détruire comme ça. Là, pour dire, parfois on oublie que la France, c'est les territoires d'outre-mer et l'Antarctique, mais du coup, là, le projet, ça va et ça va jusqu'au Manchot dans le projet. Il y a une grande diversité d'oiseaux, parce que ça inclut... on oublie souvent qu'il y a 4 districts, il y a différents districts en Antarctique qui sont des territoires français. Et on a une base. Ça, je savais pas ça, tu vois. Je savais pas. Oui, on a des districts en France qui sont en Antarctique ou subantarctique. Et du coup, ça inclut le Manchot à Delhi, le Manchot encore, qui sont sur ces territoires. Ok, d'accord. Si tu veux, on a 4 districts, Kerguelen, Crozet, Amsterdam et Terra Delhi.
Et il y a des bases scientifiques. Chaque année, il y a des suivis, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années par des volontaires, des chercheurs qui vont là-bas. Des volontaires qui vont parfois en hivernage pendant 14 mois. Pendant 14 mois, font des suivis d'oiseaux, de reproduction, postes de GPS, de GLS, de prise de sang, postes de bagues. Et parfois, on a des populations qui sont suivies depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce qui permet d'avoir des grands suivis temporels. Et il y a des jeux de données importants qui permettent de savoir quelle est l'évolution de la population, les paramètres démographiques, comment ils évoluent, etc. sur nos territoires antarctiques qu'on oublie parfois qu'ils existent, mais c'est le territoire français quand même. Donc ça a des statuts un peu différents, réglementaires, mais ça reste des territoires avec un préfet en France, français, etc. D'accord. Bon, c'est vrai, c'est vachement intéressant ça. C'est vrai que pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Merci à toi de nous en avoir parlé. Du coup, je propose de commencer aussi par la base, de parler un petit peu de l'évolution des oiseaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu là-dessus? Alors, vous allez peut-être me regarder un peu bizarrement, mais les oiseaux sont des dinosaures. Et oui, il en existe encore. Donc, oui, les oiseaux sont les représentants actuels des dinosaures. Donc, en fait, ça a évolué depuis... Enfin, c'était des théropodes volants qui ont un peu évolué avec la progression, en fait, par séquence, il y a eu des évolutions progressives au cours de l'histoire qui ont fait qu'aujourd'hui, on a une grande diversité d'oiseaux avec qu'on oublie même, enfin, qui sont des dinosaures, puisqu'ils Oui, des toutes petites boules de plumes minuscules et inoffensives, contrairement aux dinosaures que parfois on peut avoir en tête gigantesques et qui peuvent paraître un peu féroces, mais pour autant, c'en est bien. Il y a eu l'apparition des plumes qui étaient pas initialement pour le vol, mais voilà, c'était des protections thermiques, c'était des écailles qui sont transformées progressivement en sorte de poils et qui ont progressivement donné donc du coup les plumes, qui étaient plus des isolants thermiques initialement. Peut-être on ne sait pas exactement, mais qui pouvaient avoir un rôle dans l'attractivité du mâle ou de la femelle, entre mâle et femelle, avoir un rôle aussi de repère, et puis finalement qui ont donné aujourd'hui le vol pour certains oiseaux, parce qu'il y a encore des oiseaux il y a des oiseaux qui n'ont pas développé la capacité de vol, notamment dans les pays, dans les zones insulaires. Sur les îles, souvent, les oiseaux, dans les zones un peu isolées, ils n'ont pas la capacité de vol, et c'est pour ça que quand il y a des ravageurs, l'introduction du rat ou de prédateurs, souvent c'est des espèces qui ont disparu ou qui ont été très impactées par l'apport de ces envahisseurs, puisqu'en fait ils savent pas voler, donc ils sont tout de suite plus sensibles à des prédateurs. Donc il y a la capacité de vol qui s'est mise en place et pour certains oiseaux. Et on a encore des oiseaux qui volent pas, comme vous pouvez penser au kiwi qui vole pas. On voit encore, c'est pas vraiment des plumes d'ailleurs, c'est des plumes, mais pas comme on l'entend, une belle plume qu'on pourrait trouver. C'est des plumes un peu différentes. On a l'autruche qui vole pas aussi. Les manchots ne volent pas. On a une diversité aussi de familles d'oiseaux qui n'ont pas acquis la capacité de vol. Et à l'inverse, on a une grande diversité qui a la capacité de vol. Et les oiseaux, ça représente une grande famille, enfin une grande diversité d'oiseaux. Et la famille la plus importante, l'abondance, c'est les passereaux, qui représentent quasiment plus de 50% des oiseaux, des espèces d'oiseaux qu'on a. En France ou dans le monde? Dans le monde, à l'échelle du monde, c'est 50%. Dans les 50%, ce sont des passereaux. Ok, d'accord. Vous pourriez nous dire un petit peu sur le nombre d'espèces totales qui est recensé du coup dans le monde? Alors, c'est des chiffres estimatifs parce que parfois, en fait, génétiquement, on se rend compte avec des études poussées que finalement, une espèce, on décide de la diviser en deux, ou à l'inverse, deux espèces qu'on estimait différentes sont finalement qu'une seule espèce. Donc, c'est un chiffre estimatif, mais c'est autour entre 10 000 et 11 000 espèces d'oiseaux. C'est plus de 10 000 et c'est dans cette fourchette-là. Espèces d'oiseaux à l'échelle planétaire. Donc, une grande diversité d'oiseaux, que ça va du plus petit, le colibri, tout petit colibri qui fait la taille d'un pouce, jusque l'autruche, qui est parmi un des oiseaux terrestres les plus grands, et puis des grands oiseaux qui ont une envergure. Donc l'envergure, c'est la taille entre la pointe de l'aile et l'autre bout de l'aile quand on a les ailes écartées. La plus grande, c'est chez les albatros.
Donc on a une grande diversité du plus petit au plus grand, avec des couleurs, une diversité de couleurs, de formes, d'aptitudes différentes qui sont assez impressionnantes chez les oiseaux. Ok, ouais. Et en France, du coup, le nombre d'espèces, ça serait de combien? Alors en France, on est plus autour de, si je dis pas de bêtises, ouais voilà, 570. Ok, ouais, donc On est autour de, ouais, c'est pas mal. 500 espèces. Ok, donc il y a On est une... autour de 500 espèces d'oiseaux. Mais Ok, on a des espèces endémiques en France. L'endémisme, c'est-à-dire qu'une espèce qu'on retrouve que sur un territoire. ouais. Et en France métropolitaine, on inclut, enfin la Corse, il y a des espèces la citelle corse par exemple, c'est une espèce qu'on ne trouve qu'en Corse et nulle part ailleurs dans le monde. Et sur nos territoires d'outre-mer, on en a également. En Guadeloupe, à l'île de la Réunion, il y a Ouais. des espèces qu'on retrouve qu'à ces endroits-là. Comme par exemple le pic de Guadeloupe, bah, on le Ok. retrouve qu'en Guadeloupe, on le retrouve nulle part ailleurs en fait. C'est dû au fait que ce soit des îles insulaires. Effectivement, ça induit euh, des diversités morphologiques et une évolution différente qui font qu'on arrive à des espèces différentes avec des aptitudes et même des morphologiquement différents. En gros, tu dirais, pour en gros résumer cette partie, c'est que du coup, l'oiseau a réussi à s'adapter à n'importe quel type d'environnement, à n'importe quel type de région, et ce qui fait que du coup, qui s'est implanté partout hein, dans le monde. C'est ça un petit peu? Bah, les oiseaux, on en retrouve partout. On en retrouve de l'Arctique, avec que ce soit des oiseaux marins, quelques passereaux qui vivent aussi en Arctique, jusque l'Antarctique. Et Ouais. ça balaye tous les biomes, avec une diversité, avec des adaptations particulières, que ce soit des oiseaux qui vont pouvoir vivre en milieu désertique, avec des adaptations en manque d'eau, avec des adaptations à l'inverse, voilà, à des milieux comme en Antarctique, les capacités comme le manche empereur de froid intense, extrême, d'y résister, de se reproduire dans ce type d'environnement. Donc on a une grande diversité, que ce soit dans les milieux tropicaux, tempérés. Enfin, ils ont vraiment réussi à balayer un éventail. Il y a un éventail de caractéristiques morphologiques et d'évolution qui font qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Ouais, et d'ailleurs, on a la chance du coup de pouvoir les voir, que ce soit au zoo ou dans des parcs naturels. Hein. Oui, même de votre fenêtre, finalement, Oui, hein. aussi, Si oui. on prête un peu attention, Aussi. on en voit directement de la fenêtre. Surtout là que c'est la bonne période, le printemps, même à toute saison à ces oiseaux, avec la migration. Mais les oiseaux, on peut en voir, si on prête attention, on les écoute. C'est un peu le bruit sonore de fond qu'on fait plus vraiment attention parfois quand on se promène. Mais ils sont toujours là, cachés dans un coin, à chantonner ou à passer furtivement devant nous dans une promenade. Et puis après, on peut en voir des spécimens qu'on n'aurait pas l'occasion de voir par chez nous, ou dans les parcs naturels ou dans les zoos. Il y a, il y a toute une diversité autour de nous, parfois un peu cachée ou parfois un peu Ouais, mise de côté, qu'on on ne fait plus attention, ils font partie du décor, mais ils sont toujours bien là. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, quel est le meilleur parc pour toi naturel, que ce soit d'oiseaux ou d'animaux? Aucune idée. À Aucune vrai idée? dire, je ne sais pas, mais parce que chaque parc a un peu ses oiseaux. On a une grande diversité de parcs naturels en France et chaque parc a ses particularités. D'un côté, on va avoir les vautours, voilà, c'est majestueux, c'est magnifique. De l'autre côté, on va plus avoir des parcs où on va avoir des zones humides, où on va pouvoir avoir des oiseaux, des petits passereaux qui se cachent parmi les roseaux. Donc en fait, il n'y a pas de parc, à mes yeux, le plus beau, ça dépend ce qu'on recherche. Et en fait, à chaque saison et à chaque période de migration, les parcs, ils évoluent aussi. Donc, on va pas avoir les mêmes oiseaux qui passent, si on est en été, si on est au printemps, si on est en période de migration en automne. Donc, en fait, vraiment, ça dépend ce qu'on recherche et ce qu'on aime parmi les oiseaux. Si on est plus à regarder dans les roseaux ce qui se passe, les petits arbustes. Si on est plus à regarder les limicoles autour des plans d'eau, si Ok. on est plus à regarder les rapaces dans le ciel, donc il y en a pour tout le monde. Après, à chacun sa préférence. Mais moi, j'ai grandi près d'un parc, le parc du Marcanterre, et j'en ai de très bons souvenirs.
Pareil, je vois du coup de quel parc que c'est, hein, de quoi tu parles. C'est un très beau parc aussi, effectivement, que j'aime aussi aller. Il y a pas mal de petits sentiers de randonnée aussi à faire. Donc, si vous avez l'occasion de passer dans le coin, dans le Somme, dans la partie nord de la France, hein, dans la Somme, il y a un très beau parc, effectivement, le parc du Marcanterre. Parc C'est pas ornithologique. pour... Exactement, c'est pas pour rien que la baie de Somme, elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO et Tout à elle est fait. quand même magnifique, notre baie. Donc, voilà, si la Somme vous intéresse, n'hésitez pas à passer dans le coin, baie de Somme et puis parc du Marcanterre, hein, c'est vraiment des beaux paysages. C'est quoi ton espèce préférée d'oiseau? Alors C'est moi, ça a compliqué, toujours été mais le martin pêcheur. Martin Pêcheur, ok. C'est pas la, c'est pas la plus exotique, c'est pas le quetzal, le perroquet, mais c'est le Ouais. martin pêcheur parce que je trouve qu'il est près de nos cours d'eau, parfois un peu caché, c'est une petite flèche furtive qui passe orange rapide, Ok. quand parfois on a à peine le temps de voir, mais quand on a l'occasion de voir du plus près, je trouve que les couleurs, le bleu et le orange, enfin, ça scintille, c'est magnifique, il y a des reflets. Enfin, c'est vraiment mon oiseau fétiche. Je le trouve à chaque fois, c'est toute une émotion quand je le vois. Je suis toujours très contente de l'avoir vu. Parce parfois il y a des spots où quand on connaît les coins, il va rester sur une branche pêcher. Mais le plus souvent, quand on passe dans les chemins, au gré des chemins, c'est juste Ok. une petite flèche rapide et un petit éclair bleu qui nous rappelle qu'il est là dans le coin et que parfois la faune elle est un petit peu cachée, mais elle est tout aussi, enfin, il est magnifique comme oiseau. Donc Ok. voilà, c'est mon oiseau préféré. Et on le trouve où, du coup, si on veut l'observer? C'est plus vers les cours d'eau, les petites rivières assez quand même relativement calmes pour qu'ils puissent pêcher, hein, qu'ils plongent. Ok. Et c'est voilà des cours d'eau avec des berges, il niche près des berges où il creuse des petits terriers dans son nid dans les berges. Donc voilà, c'est les petits cours d'eau comme ça que vous allez avoir près de chez vous. Il va être là ou même parfois on le retrouve dans des. Moi j'en ai vu récemment près de chez moi dans les cours d'eau même de ville un peu plus bétonné entre guillemets, mais qui va passer furtivement entre différentes zones. Mais il faut qu'il y ait un plan d'eau. Dans tous les cas, un plan d'eau où voilà une eau assez translucide pour qu'il voit à travers et voilà. Donc on peut le croiser assez régulièrement. Tu nous as parlé beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il me semble qu'il doit y avoir des espèces loufoques, hein, avec le nombre d'espèces qu'il doit y avoir sur Terre. Dis-moi un peu voilà, quelques espèces loufoques qui te viennent en tête comme ça. Bah, des espèces loufoques, on a des espèces vénéneuses parmi les oiseaux. Donc en fait, c'est assez étrange. Voilà, c'est soit en les ingérant, soit en les touchant qu'elles sont toxiques. Donc c'est souvent des oiseaux qu'on retrouve en Nouvelle-Guinée. Et c'est assez étrange la découverte. Ça a été découvert par un chercheur voilà qui s'est fait griffer par un oiseau. Et en fait, en léchant sa blessure, ça lui a commencé à lui faire des picotements, etc. Ouais. Et du coup, ça l'a intrigué et du coup, il a fait pareil avec une plume. Il a mis une plume dans sa bouche et il s'est rendu compte que ça faisait la même sensation, voilà, qu'une petite décharge électrique. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux euh, vénéneux. Et on en découvre, donc il y a très peu d'espèces. Souvent, voilà, c'est des espèces qui ont été en Nouvelle-Guinée, surtout une des espèces assez proches taxonomiquement. Mais c'est surtout des nouvelles découvertes. On en a découvert, il y a des chercheurs danois qui en ont découvert 2 cette année encore. Ils présentent certaines toxicités qui sont dues à ce qu'elles vont ingérer. Elles vont ingérer D'accord. souvent des scarabées ou certains insectes qui vont présenter donc des toxines. Et en fait, ces toxines vont se transférer aux organes et aux plumes. Et les oiseaux vont donc présenter une toxicité, ils vont être vénéneux au toucher ou à l'ingestion. Donc ça, c'est parmi voilà, des espèces assez loufoques. Il y a des espèces aussi qui sont assez impressionnantes sur leur parade nuptiale. On a déjà vu certains oiseaux, enfin, des parades nuptiales, mais il y a des oiseaux qui vont vraiment au-delà pour séduire la femelle que par juste le chant qu'on peut entendre régulièrement, où certains vont donner une proie, etc. Il y en a, ils vont construire voilà, des nids gigantesques pour attirer la femelle. Ils vont également avoir des couleurs et mettre en place une sorte de danse à plusieurs ou en solo pour essayer d'attirer la femelle. Il y a des vidéos assez rigolos du mannequin ou ce genre d'espèces qui, voilà, par l'apprentissage. Donc au début, ils sont un petit peu pas très doués.
Les pas de danse, c'est pas leur truc. Et puis au fur et à mesure, ils apprennent voilà des plus anciens et ils mettent en place une danse pour attirer la femelle. Donc ça, c'est des espèces assez incroyables. Et puis il y a des espèces qui font des nids aussi, voilà, qui tissent en fait comme des couturières, tout un tissage particulier pour accueillir les œufs. Donc il y a des espèces aussi qui vont mettre en place tout un petit décor avec une attirance pour les objets de couleur bleue. C'est pour ça que parfois on retrouve des bouchons de plastique, etc. Ok. C'est le cas des jardiniers qui vont mettre en place voilà, un petit nid avec tout un décor autour pour attirer la femelle. Et des tisserands aussi en Afrique qui mettent des nids collectifs qui font plusieurs plusieurs familles, en fait, plusieurs couples se mettent dans un même ensemble, mais ça fait des nids gigantesques. Et on se demande même comment les arbres supportent un tel poids. C'est des nids tissés vraiment gigantesques. Donc ça, c'est des espèces un peu qui ont voilà, des particularités qui sont assez impressionnantes et qu'on s'attendrait pas à retrouver chez les oiseaux. Ouais, complètement. Moi, j'ai en tête moi le paon, avec sa parade nuptiale avec ces très belles plumes là, elles sont très belles. Moi, j'aime beaucoup le paon avec Oui, avec son c'est cri. un bon Ouais. exemple. Je sais que dans Toutes les couleurs ouais, iridescents, etc. Souvent, de toute façon, chez les oiseaux, c'est les mâles qui portent plus les couleurs. La femelle a plus des couleurs assez ternes pour être camouflée lorsqu'elle Mm. couvre les œufs, ne pas être vue, pour ne pas être prédatée elle-même ou ses œufs. Et alors que le mâle a souvent des attributs plus colorés, Ouais. une calotte de couleurs ou voilà des attributs qu'on pourrait se demander comment ils ont été sélectionnés au cours de l'évolution, mais ça a été sélectionné par sélection sexuelle, Mm. comme le pan, par exemple, parce que c'est très coloré, c'est vif, et en fait, c'est le fait que ça soit sélectionné par les femelles. Les femelles vont aller vers les mâles qui ont voilà des attributs les plus colorés, les plus attrayants, qui sont gages en fait de la. Parce qu'un mâle, s'il arrive à conserver des couleurs vives, c'est qu'il est en fait en bonne condition physique. Donc, c'est qu'il va être plus performant et présenter donc, des caractéristiques plus intéressantes à donner à la descendance que de prendre un mâle qui a des couleurs assez fades, assez ternes. Et Ouais. du coup, c'est pour ça que ça a été sélectionné. En fait, les femelles vont privilégier les mâles qui ont des couleurs assez, voilà, des couleurs vives ou des attributs particuliers qui sont contre-intuitifs dans la sélection naturelle, dans l'ordre des choses naturelles. Non, moi j'aime beaucoup le paon. C'est pas lui qui fait le... Si Ah, c'est lui, ouais. le pan qu'on peut voir parfois Ouais. décoratif dans des jardins, il va pas ce cri-là. Là, je me souviens, dans mon village, il y en avait un, crié Léon, Léon, puis moi, je lui recriais Léon, Léon. Enfin, voilà, c'était assez marrant. Une anecdote dans mon village. Et là, du coup, je voudrais bien parler un petit peu des super pouvoirs des oiseaux. Je sais qu'ils ont différents comportements et qui, dû à l'évolution, ils ont dû s'adapter et avoir des sortes de super pouvoirs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des super pouvoirs de ces oiseaux? Alors, les oiseaux ils sont assez impressionnants puisque ils peuvent voir déjà dans la capacité de vision, ils peuvent voir les ultraviolets. En tout cas, ils ont des D'accord. structures dans les yeux qui permettent de penser qu'ils verraient les ultraviolets. Ok. Donc, ils ont des capacités supplémentaires et ça aurait un rôle notamment dans l'orientation. Ça pourrait avoir également un rôle dans l'alimentation. Ça a été prouvé que par rapport aux fruits qu'ils choisissent, les insectivores et les frugivores, ils choisiraient selon les reflets au niveau des ultraviolets. D'accord. Ils ont également des capacités, ce qu'on retient souvent des oiseaux, c'est c'est la liberté qu'ils inspirent par leur vol, en fait, les oiseaux qui présentent le vol. Ils sont assez impressionnants d'avoir cette faculté de voler. Et parfois des spécimens comme les cygnes qui présentent plusieurs dizaines de kilos, qui vont avoir la capacité tout de même de voler, parfois à longue distance en fait, Ouais. en faisant des migrations. Donc chez les oiseaux, ils sont connus pour faire des migrations. C'est pas les seuls animaux qui font des migrations. Il y a des insectes comme les papillons qui font aussi des migrations. Mais les oiseaux, c'est vraiment les warriors. Enfin, c'est vraiment des warriors au niveau de la Ouais. migration. Ils ont développé tout un arsenal d'adaptation pour pouvoir migrer parfois sur de très très longues distances et pouvoir voilà, en fait, ils vont aller d'un point A à un point B, parfois en faisant des haltes, parfois le faisant d'une seule traite.
Et en fait, ils vont partir d'une zone où ils étaient là pour l'hivernage, avoir voilà, toute la nourriture à leur disposition pour l'hiver, et retourner dans des zones plus clémentes pour passer la reproduction et se reproduire au printemps, en été. Donc on a deux tournants de la migration. On va avoir une migration au niveau du printemps, ils vont retourner sur leur zone de reproduction, et à l'inverse, on va avoir une migration automnale où ils vont retourner sur leur zone d'hivernage. Et Et comment du ils coup, le ils ont sentent, tout un ça? arsenal d'outils. Comment? Comment ils le sentent que du coup c'est le moment de migrer? Alors j'imagine Alors, qu'il en doit y fait, avoir des signaux environnementaux, mais concrètement. il y a une part l'apprentissage, oui, il y a les signaux environnementaux qui jouent beaucoup. Je pense les changements de température, les changements au niveau de la luminosité, mais il y a aussi de l'inné, puisqu'il y a des oiseaux ça D'accord, a ok. été montré, des oiseaux en cage qui, en fait, retrouvent cette faculté de migrer, en fait, même quand ils n'ont pas eu cette possibilité avant, en fait, ils vont avoir cette faculté d'apprendre, en fait, à migrer naturellement. Ils vont faire un peu de laisser-erreur au début. Peut-être ça Ouais. va s'adapter au cours du temps. On voit aussi qu'il y a des décalages aussi avec la saisonnalité qui change aujourd'hui avec le changement climatique. Mhm. On voit qu'il y a parfois les oiseaux, ils arrivent plus tôt ou plus tard. Il y a une sorte de flexibilité quand même, D'accord. initialement pour la L'instinct. plupart des espèces. Et ils ont développé des capacités pour pouvoir migrer parfois sur de très longues distances. Ils vont avoir voilà leurs os sont creux, ce qui leur permet d'être plus légers, donc ce qui Ok. permet de pouvoir voler. Ils vont avoir aussi le bréchet qui est au niveau de la cage thoracique, qui permet de porter des muscles assez développés, les mecs pectoraux, pour pouvoir avoir tout le développement musculaire pour pouvoir voler. Et puis, souvent, ils mangent beaucoup, ils vont un peu s'engraisser pour Ouais, ouais. pouvoir ensuite migrer, puisqu'ils vont faire des haltes plus brèves où ils vont pouvoir reprendre des forces. Mais souvent, ils mangent beaucoup, beaucoup, ils accumulent leurs réserves pour pouvoir partir en migration, puisque là, ça va être demander une dépense énergétique impressionnante sur tout un trajet, puisque parfois, ils vont faire ça donc de nuit, ils vont voler de nuit. Oui, de nuit. Parfois, ils volent à altitude assez élevée quand même pour éviter les perturbations, parce qu'en fait, dans les premiers mètres, enfin dans les Ouais. premiers kilomètres, ça va être plus perturbé comme environnement pour voler, alors que plus haut, c'est Ok. moins perturbant, et en plus, la température est plus constante. Et du coup, ils vont pouvoir migrer, voilà, à plus haute altitude. Ça va dépendre des espèces. Ils vont avoir des capacités à voler la nuit, donc d'orientation aussi. Ils supposent ils sont sensibles aux champs magnétiques. Ils vont également avoir une sorte de carte mentale topographique de l'environnement, se repérer, voilà, sûrement aux altitudes, aux environnements qui croisent pour essayer de se repérer. Également sensibles au soleil, aux étoiles potentiellement, aux stellaires, et pour pouvoir se repérer dans l'espace et rejoindre leur site de migration, parfois même au bosquet même. Ils reviennent exactement au même endroit, refaire leur nid dans le même nid que l'année d'avant. Donc ils sont plus doués que nous qui en ont besoin de Google Maps pour se repérer. Eux, Ouais. de tête, ils savent exactement où il faut aller pour retrouver le nid de l'année dernière. Et ils ont voilà tout un arsenal d'outils. C'est vrai que pour le coup, dans les neurosciences, hein, parce que voilà, je cherche pas mal dans les neurosciences, j'étudie aussi les neurosciences, et l'oiseau est un symbole effectivement, de carte mentale, d'orientation. On aimerait bien savoir comment le cerveau, petit soit-il, hein, comment ils arrivent à avoir cette capacité-là. Donc c'est intéressant, hein. C'est encore en cours, hein, au niveau des études. C'est pas fini, c'est des champs d'études exploratoires, c'est pas facile, on n'est pas comment toi tu fais, il va pas nous raconter, donc C'est il sûr. faut essayer d'identifier les structures et déterminer potentiellement quel rôle elles auraient. C'est tout un monde exploratoire, mais il y a des pistes, l'horloge interne, le repère avec le soleil, les récepteurs magnétiques qui ont été identifiés, les étoiles, une carte mentale. Mhm. Donc ils ont développé tout un arsenal d'outils pour essayer de se repérer dans l'espace et rejoindre leur nid chaque année. Il y a des oiseaux qui sont assez impressionnants par leur migration. Ouais. Cette année, il y a des barges qui ont fait des parcours le plus long parcours sans halte, 11 jours sans pause, Bonjour. et des milliers de kilomètres entre la Tasmanie et l'Alaska. Ça implique aussi, et ça a été prouvé, qu'ils dorment en vol, les Ouais. oiseaux.
Ils dorment, en fait, ils sont capables de switcher d'un hémisphère à l'autre de leur cerveau, de mettre un peu en pause Ouais. et de diriger qu'avec l'un. Donc, c'est encore des sciences en exploration, mais voilà, ils ont aussi cette faculté-là. Vu les trajets migratoires qu'ils font, ça paraît assez fou. Voilà, ils sont capables aussi, en contrôlant quand même dans l'environnement où ils sont, de continuer à voler, mais tout en dormant en même Ouais. temps. Ça serait très utile pour nous, mais on est Ouais. bien incapable de le faire. Bah, il me semble que les pilotes d'avion, hein, les pilotes de ligne de chasse, sont un petit peu entraînés à ça, c'est-à-dire parce ils doivent beaucoup voler la nuit ou dans de longues distances. Mhm. Ils doivent aussi s'adapter à ne pas avoir dormir, pas beaucoup dormir, et du coup, ouais, ils se mettent un petit peu en pause. Mais c'est beaucoup d'entraînement, hein, beaucoup d'entraînement qu'ils font, notamment au niveau de l'armée. Donc, mais c'est possible, mais il faut beaucoup d'entraînement, effectivement. Oui, je pense que ça doit être enfin, tout un entraînement pour Ouais, initier le cerveau à se mettre en pause, mais en même temps à rester sensible à l'environnement extérieur, parce que quand on dort, on est complètement mais ouais, isolé on est du monde appelé. extérieur. Mais là, il faut quand même rester un minimum conscient pour faire qu'elle réagisse en cas de problème. Mais c'est assez, oui, c'est assez fou. Je savais pas qu'ils faisaient ça, les pilotes Ouais, mais enfin, c'est vraiment d'avion. les plus expérimentés, puis ceux qui font vraiment de longues distances, parce que c'est très énergivore, hein, donc ils peuvent que faire ça que pendant une très courte durée. Ils peuvent pas faire ça durant toute leur vie, mais ouais, ça existe, ouais. D'accord, impressionnant. Vas-y, parle-nous un peu Elle est de assez, lui. elle est assez impressionnante, la sterne arctique. C'est un oiseau qui est, voilà, qui est pas très gros, enfin, qui ça reste un oiseau marin, mais assez petit, et qui, en fait, grâce au développement, on a pu poser, voilà, des chercheurs ont pu poser des bagues dessus, des petits récepteurs. On a pu suivre leur migration et ils sont assez impressionnants puisqu'ils font l'aller-retour Arctique-Antarctique chaque année. Ah Donc oui, c'est longue l'aller-retour, distance, ouais. Ouais. ah oui, là, Ouais. bah là, on peut pas faire entre les deux pôles. Ils font l'un l'autre et ils voient tout le monde entier. Et ils font l'aller-retour chaque année pour se Ok. reproduire ou pour hiverner sur ces sites. Et on estime donc au cours de leur vie, donc ils font 3 fois l'aller-retour Terre-Lune. Parce qu'en fait, c'est assez impressionnant au niveau du kilomètre qu'ils sont capables d'effectuer pour leur petite taille. Donc, comme quoi, la taille enfin, fait pas tout. Enfin, ils Ouais. ont vraiment des capacités particulières de vol à migrer sur de si longues distances. Elle va longer, en fait, souvent, ils longent les côtes des continents. Ils s'arrêtent. C'est pour ça que souvent, les observateurs, les ornithologues, enfin, ils savent les bons spots au niveau de la migration. Hmm. Souvent, c'est les premières zones de terre, puisqu'en fait, les oiseaux, ils sont fatigués et ils veulent faire une pause. Et souvent, ils vont s'arrêter sur des bosquets, vraiment la première zone de terre qu'ils vont rencontrer. Et du coup, ces zones-là, c'est des zones dont les ornithologues sont friands, puisqu'en fait, il Ouais. va avoir les raretés du pays. Ah, voilà, oui. Souvent, un oiseau qui s'est perdu, qui est fatigué, il y a eu une tempête ou il y a eu des conditions climatiques défavorables, et il va se poser sur la première terre venue. Et souvent, là, on a souvent s'il y a une rareté, il va y avoir un aggroupement d'ornithologues, l'information se répand, et là, tout le monde va venir voir la rareté, une armée américaine qui arrivait en Europe, qu'on voit pas souvent, qui est le premier de l'année, qui a jamais été observé dans le pays, parce qu'en fait, ils se sont perdus et les oiseaux vont se poser sur la première terre venue après ce voyage si fatigant. Ok. Oh, super. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant, hein, l'histoire en tout cas, l'ornithologie, hein, l'étude des oiseaux, c'est vraiment intéressant. Parle-nous un peu des chants des oiseaux. À quoi servent-ils? Alors, les oiseaux, ils font des cris, des chants, et en fait, ça va avoir différents buts. Ils vont chanter pour souvent attirer une femelle ou pour la territorialité de leur zone de nidification, pour dire aux autres oiseaux autour, attention ici, c'est mon nid, il faut pas s'approcher, c'est ma femelle, mes œufs, mes petits. Et aussi pour attirer la femelle en amont, pour la séduire. Et du coup, c'est pour ça que souvent, ce sont les mâles qui chantent. Bon, il y a quelques femelles aussi, les femelles chantent aussi, mais moins. C'est souvent les mâles qui vont Ouais. chanter pour être, voilà, être vus de la femelle, et rendre les femelles intéressantes, s'intéresser à eux. Et ils vont avoir une grande diversité donc ils vont utiliser donc, des organes particuliers pour développer le chant. Chant qui est souvent soit appris, enfin, ils vont développer le chant par l'apprentissage des parents ou par l'écoute
et puis mettre en place le chant au fil des années et s'améliorer. Et on a une grande diversité de chants. Tous les oiseaux ont des chants particuliers. C'est pour ça que les ornithologues, ils sont capables de, ou passionnés professionnels, de parfois les identifier aux chants, puisqu'ils vont avoir des, voilà, un sorte de vocabulaire à eux par espèce. On va pouvoir dire, ah, ça, c'est un tel, ou ça, c'est cette espèce-là. Et parfois, on a des imitateurs qui mettent un peu le trouble. On sait parfois les reconnaître sans se dire, c'est un petit peu bizarre de trouver cette espèce-là, ou c'est pas exactement les mêmes consonances. Par exemple, les tourneaux, c'est une espèce que vous pouvez retrouver près de chez vous, pour les fils électriques ou dans le jardin, qui va être imitateur de rapaces, d'autres oiseaux, et qui va, même les perroquets, ils sont même capables d'imiter la voix humaine. Donc il y a vraiment des particularités, enfin voilà, ils sont des aptitudes d'imitation, mais voilà, sinon chaque oiseau a un peu son chant propre qui va essayer qu'il va utiliser pour attirer la femelle. Et il y a aussi les cris d'alerte où en fait ils vont s'alerter d'un voilà, plus de la sphère sociale, ils vont parfois c'est juste des petits cris entre eux, voilà, surtout quand il y a des groupes sociaux, ou soit des cris d'alerte. Par exemple en forêt, le jet des chênes, c'est un oiseau qui va souvent, quand il y a un mouvement, il y a un danger, il va souvent crier et ça va être un cri d'alerte. C'est un peu le cri d'alerte de la forêt. Et il y a des oiseaux aussi qui vont utiliser le chant à mauvais escient, comme partout. Il y a des oiseaux en Afrique qui utilisent le chant pour ou les cris d'alerte pour voilà faire simuler qu'il y a un prédateur dans le coin, pour dire attention, attention, allez vous cacher. Et là, que ce soit les suricates, les petits mammifères ou les autres oiseaux dans le coin, ils vont tout arrêter à aller se cacher, laissant leur nourriture. Et là, l'oiseau, il a plus qu'à aller chercher la nourriture. Et souvent, c'est les drogos qui font ça en Afrique. Ils vont bouger parce qu'à force, les oiseaux et les mammifères se disent, mais il y a un petit truc. Chaque fois, il y a une alerte, mais c'est une fausse alerte. Donc, ils finissent par se désensibiliser du chant, du cri d'alerte. Mais du coup, ils bougent un peu de placette en placette. Mais en fait, ils utilisent le cri d'alerte pour essayer de chipper la nourriture du voisin, quoi. Ce dragon, c'est un petit malin, hein, ce drongo. Parlons un petit peu vite fait des chauves-souris. Apparemment, il y a des oiseaux. Alors, le lien chauve-souris-oiseau, c'est par l'écholocation, parce qu'on sait que les chauves-souris, elles se repèrent la nuit grâce à l'émission d'échos, en fait, qui vont leur revenir quand ils vont croiser un insecte. En fait, ça va leur revenir, ils vont pouvoir interpréter la distance qui reste, la taille, la forme. Et en fait, il y a certains oiseaux qui vont également présenter cette même aptitude, comme les chauves-souris, à se repérer dans l'obscurité via l'écholocation. C'est le cas du gacharo qui va pouvoir se repérer dans l'espace la nuit grâce à l'écholocation. Donc, c'est pas propre aux chauves-souris de pouvoir émettre de pouvoir utiliser l'écho comme comme moyen de se déplacer dans l'obscurité profonde de la nuit. Okay. Et il y a des oiseaux qui sont très sensibles la nuit au bruit. On peut penser aux chouettes et aux effraies, par exemple, qui chassent la nuit. D'ailleurs, ce sont des oiseaux, ils vont avoir des plumes toutes douces, toutes particulières pour pas émettre de froissement trop des ailes dans l'air. Le froissement est atténué. Comme ça, elles sont vraiment très discrètes. Elles peuvent vraiment passer un peu inaperçues dans la nuit. Et elles vont être très sensibles, avoir une sensibilité d'écoute particulière pour pouvoir repérer dans la nuit les rongeurs pour venir les capturer sans se faire voir. C'est vachement intéressant. Franchement, je crois qu'on pourrait passer des heures à parler des oiseaux. Hein. Ah oui, il y en a tant à dire. Ok, donc du coup là on a parlé d'une manière positive un peu des oiseaux, donc avec les histoires loufoques, les différents super pouvoirs, mais malheureusement les oiseaux sont soumis à de nombreuses menaces. Priscilla, vers quel avenir les oiseaux vont se retrouver? Dis-nous un peu. Faut savoir qu'actuellement les oiseaux, effectivement, ils sont enclins à décliner. Dans les populations subissent de profonds déclins, que ce soit les passereaux comme multiples autres familles, il y a un déclin généralisé, souvent dû à des causes multiples. Il n'y a pas qu'une seule cause, mais il y a des causes qui commencent à être identifiées. Faut savoir qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a un papier qui fait grand bruit dans la presse actuellement sur justement le déclin des populations d'Europe d'oiseaux.
avec un déclin qui est souvent lié à l'intensification de l'agriculture, puisqu'en fait ça induit une fragmentation de l'habitat, donc moins en moins d'habitat pour la reproduction des oiseaux. Également des oiseaux qui, dans les zones agricoles, vont être soumis aux pesticides, de plus en plus de machines qui passent et de moins en moins de zones pour se reproduire. Donc ça va entraîner une fragilité des populations qui déclinent de plus en plus. Mais c'est pas les seules causes. Il y a des causes aussi liées à la pollution dans l'environnement, à la pollution plastique. Les espèces sont de plus en plus soumises à la pollution, que ce soit aux polluants, comme on en parle en début de vidéo, la pollution plastique. Il y a également la pollution lumineuse, qui font que parfois les oiseaux sont désorientés, ils savent plus se repérer la nuit. Il y a de plus en plus l'urbanisation avec moins en moins de zones possibles pour se reproduire, de zones humides aussi, parfois en transit, en cours de migration. Il y a également d'autres causes comme les causes accidentelles de pêche. En fait, les oiseaux sont pris parfois dans les filets de pêche. Il y a la prédation. Par exemple, le chat est un sacré prédateur des oiseaux. Quand il vous ramène un oiseau, faut savoir que il y a des centaines et des centaines de chats en France qui font de même, et en fait, ça fait une pression sur les populations. Il y a les espèces invasives. Il y a par exemple la perruche à collier à Montpellier, par exemple, ou dans différentes qui est une aire de répartition qui s'épand, qui est due notamment au fait que elle va déloger les oiseaux qui sont propres au milieu initialement, en les délogeant de leur nid, en utilisant leur cavité, par exemple celle des corneilles, celle des choucas par exemple. Et ces espèces-là vont se retrouver sans possibilité. Et par conséquent, malgré que la perruche soit très mignonne, elle va induire des facteurs qui vont les populations sont de plus en plus soumises à des pressions multiples, et au bout du compte, on a des populations en déclin d'oiseaux actuellement, avec des familles qui suivent des profonds déclins, notamment les passereaux, les oiseaux des zones agricoles. Ouais. Ils sont actuellement en profond déclin. L'étude, elle pointe plus de 50% de diminution des oiseaux. C'est le cas aussi des oiseaux marins qui sont également soumis à de multiples causes de déclin également. Donc en fait, c'est une multitude d'espèces qui est aujourd'hui profondément menacée par toutes les activités environnantes et de causes anthropiques de leur déclin. C'est vrai qu'on peut faire le lien du coup pareil, que les oiseaux c'est une espèce effectivement qui en décroît. Également il y a aussi les abeilles, de manière générale, ou plus en général les insectes, où il y a vraiment une baisse majeure des insectes terrestres de plus de 70 à 90%. Donc ouais, effectivement quasiment toutes les espèces de la Terre commencent à décroître. Donc voilà, on peut faire le lien avec les abeilles, avec la l'interview que j'ai faite avec Antoine. Alors concrètement, comment on peut agir pour aider les oiseaux? Alors on peut à son échelle essayer de rendre attrayant par exemple son jardin en mettant des nichoirs par exemple pour attirer les oiseaux à venir nicher dans votre jardin. Également éviter la taille de haies. Normalement, de toute façon, c'est légalement interdit. Ouais. De tailler la haie à cette période de l'année justement pour protéger les oiseaux qui nichent dans les haies. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour éviter de détruire en fait toute une famille et toute une génération à venir. Donc également, on peut mettre des boules de graisse de bonne qualité en hiver pour essayer de compenser le manque d'insectes, de graines à cette période parfois. Ça peut aider. Également, n'essayez de pas tout tondre dans votre jardin. Si vous pouvez garder une petite zone un peu de fleurs sauvages qui peuvent faire venir justement les pollinisateurs, les abeilles, les insectes. Et ça sera une zone tout autant attrayante pour les oiseaux venir y manger les insectes et faire un écosystème dans votre jardin. Et c'est toutes ces actions-là aussi, si on peut privilégier les produits plus respectueux de l'environnement pour essayer d'offrir un écosystème plus intéressant, plus viable pour l'avenir des communautés d'oiseaux, mais également toute la faune sauvage qui n'est pas également en reste, qui subit aussi des déclins pour certaines espèces.
Donc, c'est une multitude de petites actions qui parfois ne font pas grand-chose, mais bon, si on est beaucoup à les faire, ça peut quand même jouer dans la balance. C'est clair. On voit que tout est lié, hein. Par exemple, tu nous parlais justement de la perte des insectes. Du coup, s'il y a moins d'insectes, effectivement, il y a moins d'oiseaux, du coup. Bah, les oiseaux insectivores, ils ont moins en Ouais. moins. En fait, si vous regardez alors, avant, si vous parlez avec des personnes de votre famille il y a quelques années, quand on faisait un long trajet en voiture, il y avait toujours une multitude d'insectes sur le capot de la voiture. Et ben maintenant, c'est plus autant. On voit plus autant d'insectes qu'avant. Et pour les oiseaux, bah, c'est tout leur garde-manger en fait qui Ouais. disparaît. Et en fait, les oiseaux insectivores, ils ont plus de quoi, voilà, de la nourriture de bonne qualité pour se nourrir. Donc, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout avec la pression sur l'environnement, la perte d'habitat, la migration qui est parfois plus compliquée avec la pollution lumineuse, etc. C'est une cause multiple qui induit donc des déclins profonds dans les populations d'oiseaux. Ouais. En gros, dans une phrase, je sais plus qui disait ça, c'était que la nature, c'est comme une roue de bicyclette. T'enlèves un rayon et tout s'écroule. Non, mais tout est lié finalement. Et Ah oui, ouais. parfois, on a l'impression. En fait, la dernière fois, je lisais quelque chose qui disait que le vivant, c'était comme un jeu de cartes. Ça Ouais. dépend de la carte qu'on enlève. Parfois, on peut enlever 2, 3 cartes du haut de certaines espèces. La Ouais. montagne de cartes va continuer à tenir, mais si on commence à enlever de plus en plus de cartes ou des cartes qui sont bien placées, qui tiennent toute la structure, c'est tout qui s'effondre en fait. Et les insectes, ils jouent un rôle majeur pour les communautés d'oiseaux, pour les communautés de chauves-souris, pour toute une chaîne alimentaire, puisqu'après les oiseaux, ils sont eux-mêmes consommés par des prédateurs supérieurs. Donc c'est toute une chaîne qui est à la base. Et du coup, si on joue sur certains, les pollinisateurs, ils sont à la base donc de la pollinisation. Et si on enlève les pollinisateurs, on perd à la fois pour l'homme, pour nos propres intérêts, tous les intérêts écologiques que peuvent avoir les insectes pollinisateurs. Et finalement, c'est tout le jeu de cartes qui s'effondre. Et donc d'où l'intérêt d'agir au quotidien pour essayer d'enrayer le déclin. Complètement. Faut être le petit colibri dans la forêt qui brûle, qui met une petite goutte d'eau. C'est ça. Est-ce qu'il existe des grands projets, je sais que tu m'en avais parlé en début d'émission, des gros projets pour essayer de lutter contre justement cette perte d'oiseaux? Des grands projets, ouais. Enfin, il y a de plus en plus de collectifs qui se mettent en place, qui s'essayent de porter à la vue du citoyen et des politiques publiques les enjeux qu'il y a derrière, que ce soit au niveau en termes de pollution, que ce soit en termes des communautés d'oiseaux qui s'effondrent, parfois des projets qui sont pas en accord avec des destructions de certaines zones pour faire autre chose, qui sont pas bonnes pour certaines espèces d'oiseaux qui sont sur site. Ouais. Et du coup, il y a des projets, oui, de réhabilitation. Parfois, il y a tout partout en France, autour de chez vous, il y a des centres de réhabilitation de la faune sauvage où on récupère parfois les oiseaux blessés ou même les mammifères, les amphibiens blessés. Ensuite, on les libère dans l'environnement. Il y a des projets à l'échelle en France, par exemple sur le gypaète, les vautours, de les réintroduire dans leur milieu naturel, essayer de maintenir des populations, de réintroduire les populations qu'on avait initialement. Donc des programmes qui sont le but étant à la fois de sensibiliser la population et à la fois en fait de faire des actions concrètes pour enrayer le déclin ou pour trouver des causes ou pour en fait l'un ne va pas sans l'autre. Il faut toujours sensibiliser la population pour qu'il y ait une compréhension du vivant, une compréhension des enjeux pour pouvoir les protéger. Et c'est essentiel. Et il y a parfois des bonnes nouvelles. À l'échelle mondiale, il y avait des projets sur une espèce qui s'appelle le kakapo. C'est une espèce de hibou. C'est un perroquet hibou. C'est un mix un peu bizarre entre les deux. C'est un très très joli, très bel oiseau qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Et en fait, cet oiseau, il est avec l'introduction des prédateurs, etc. Il est de plus en plus menacé. Et il y avait une population très faible d'individus. Et grâce à des projets, en fait, veiller sur les œufs. Donc là, c'est vraiment un projet vraiment en grande envergure, vraiment ciblé sur une espèce donnée. Checker les œufs, vérifier les œufs, l'avancée de la couvaison. Parce qu'il faut savoir que c'est un oiseau qui peut vivre jusqu'à 90 ans, qui va nicher que tous les 2-3 ans. Enfin, il va pas faire couver les œufs, mener une reproduction tous les ans. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait des œufs, c'était vraiment, il prêtait attention. Parfois, ils mettent certains en couveuse pour limiter la charge de la femelle parce qu'il y avait trop
s'il y a trop d'œufs, veiller à ce que tous les œufs finalement mènent à un poussin. Donc c'était un projet de grande envergure et aujourd'hui la population a beaucoup augmenté, augmentation de 25%, c'est assez impressionnant c'est un premier pas, il faut pas que les efforts s'arrêtent là, mais ça montre que avec de l'effort, avec de la volonté, avec des projets, euh, et on peut finalement enrayer le déclin et aller à la tendance positive. Ouais, toujours faire le petit pas à la fois, et puis tous les pas cumulés, Voilà. ça fait des gros pas. Bon, du coup, les oiseaux, on a pu en parler un petit peu, ouais, différentes façons, différentes facettes, mais c'est vrai que les oiseaux a toujours eu cette image de sérénité. Voilà. Quelle réflexion sur la vie, on parlait avec les oiseaux, tu pourrais faire toi? Moi, je sais que, par exemple, que moi, vraiment, les oiseaux, c'est un aspect de liberté, hein, rien que le fait de voler. Bon, on regarde un oiseau et on a envie d'être libre et de se poser. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que sont tes réflexions un peu sur, euh, sur les oiseaux? Alors moi, les oiseaux, je les ai jusqu'au bout des ongles, on va dire, je sais Ouais. pas, je l'ai dans la peau et je m'identifie souvent à un oiseau et que j'adore. J'ai l'esprit de liberté comme toi qui me vient quand je pense aux oiseaux, cette capacité à voler. Voilà, ça donne envie de rêver, de pouvoir voler, de voir le monde d'en haut. Je me dis toujours que je suis un oiseau. Si un jour, enfin, j'ai ma liberté et si un jour on me met en cage, Hmm. bah on meurt. Enfin, les oiseaux, c'est voilà cet esprit de j'ai le monde, je peux voir le monde d'en haut, je peux voler. Euh, Puis ils ont voilà le chant des oiseaux, c'est hyper méditatif, c'est Ouais, vraiment reposant, je trouve, aussi. d'écouter dans la nature. Parfois, on oublie ces petits sons au quotidien et entendre le son des oiseaux, Tout à fait. enfin voilà, ça nous ramène à la nature. Quand au printemps, on voit les premières hirondelles se poser sur les Ouais. fils électriques, progressivement, on voit les petits oiseaux qui reviennent égayer notre jardin. Il y avait ceux qui étaient restés là, mais puis il y a ceux qui arrivent de nouveau. Je trouve que c'est tout un monde qui revit de chants, de cris, de petits vols furtifs. Enfin, vraiment, c'est la nature qui est vraiment près de nous. Je trouve les oiseaux, on en voit partout si on y prête attention. Ouais. Il y en a en ville, il y en a. C'est pas comme la nature, il y en a partout. Il y a tout l'aspect végétal, mais au niveau des animaux. Euh, les mammifères, parfois, ils sont beaucoup plus discrets, on les voit pas Hmm. facilement. Les reptiles, c'est pareil. Les amphibiens aussi, parfois, il faut aller sur des zones spécifiques. On les voit pas aussi aisément que les oiseaux, qu'en fait, finalement, si on prête attention, il y a toujours un petit chant d'oiseau, un oiseau qui vole autour de nous, caché dans les bosquets. Enfin, ils sont vraiment tout autour de nous. Et parfois, on n'y prête plus vraiment attention, alors qu'ils sont vraiment magnifiques et avec, comme on a pu déjà le dire, enfin, des propriétés, Hmm. enfin, des capacités assez incroyables. Et pourtant, ils passent parfois inaperçus. Tout à fait. Ouais, moi, je sais que rien que le fait de me lever avec le chant des oiseaux, alors franchement, ça déjà, rien que ça, je peux te dire que tu peux passer une bonne journée. Oui, Donc, c'est méditatif, c'est ouais. vraiment agréable de les entendre. Enfin, la vie continue en fait. Et ouais, le chant et en plus la diversité des chants, ils se En plus répondent. aussi. Enfin, je trouve ça vraiment très apaisant. Alors, par exemple, je sais que bon, quand je vis en ville, mais quand je veux bosser ou par exemple je veux me reposer un petit peu, j'écoute voilà, je mets une petite vidéo YouTube de chants d'oiseaux, de chants de réflexion, voilà, et ça apaise et ça fait ce qu'on appelle l'état de flow et tu peux plus bosser ou en tout cas plus te reposer. Donc non, c'est vraiment un des chants très reposants. Ouais, c'est vraiment retourner à la nature, les bruits autour, enfin tous les bruits anthropiques, le bruit des voitures, Ouais, des klaxons, de la vie qui fourmille autour. Parfois, revenir au son simple des oiseaux, enfin, ça permet de s'apaiser, de retrouver une calme, une sérénité, une paix intérieure que on n'a pas avec tout le brouhaha c'est clair, c'est clair. parfois. Et on revient juste au calme et à l'essentiel de la nature et notre connexion avec le vivant. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est les chouettes et les hiboux. Je sais pas, à eux seuls, c'est une race d'oiseaux, mais à eux seuls, ils représentent un petit peu la sagesse et la sérénité. Enfin, toi, tu les regardes, je sais pas, ils sont droits, ils sont sereins. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont leurs ailes toutes douces. Enfin, ouais, c'est vraiment. Ils sont vraiment particuliers. Enfin, c'est pas pour rien que dans les films, on pense à Harry Potter ou Ouais, tous aussi, ouais. ces films, etc., où les oiseaux, les hiboux ou les chouettes, ils représentent la sagesse. Souvent, de toute façon, c'est un des symboles de la sagesse, c'est souvent ces oiseaux-là. Et les oiseaux, de manière générale,
enfin, ils ont des symboliques. Il y a des symboliques chez les oiseaux. Enfin, ils sont vraiment, je pense, vraiment toujours été dans la connexion entre l'humain et l'oiseau. Il y a toujours eu un lien en fait. Et malheureusement, le lien, on a l'impression qu'il s'effiloche un petit peu, alors qu'il suffit juste de revenir à ralentir et écouter autour de soi. Et en fait, ils sont toujours là, présents, juste un peu tapis dans les feuilles parfois, tapis dans le bosquet, cachés. Ou parfois, ils sont juste autour de nous, hein, dans les grandes villes, même si les populations elles sont en déclin. Il y a les petits moineaux, les pigeons, qui sont toujours là. Il y a voilà ces espèces-là qui s'approprient le milieu urbain. Et en fait, ils sont toujours autour de nous. C'est juste qu'on y prête moins attention. Et ils ont toute une symbolique particulière qu'on a repris dans l'art ou C'est vrai. Ouais. dans l'art et dans la culture populaire. Hein. Bah, je trouve que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été fasciné par les oiseaux. Hein. En fait, le fait de voir des oiseaux voler, ça fait penser à l'homme que lui-même, il n'est pas libre en fait. Je sais pas Oui, si il y a cette voilà, vision-là. ce côté un petit peu là. Et l'homme s'inspire en fait de la nature hein, Toujours de manière générale et s'est inspiré des oiseaux pour le vol, pour les pour avions, l'avion, etc. ouais, exactement. Et en fait, l'homme fait du biomimétisme avec la nature. Ouais, Il, les choses qu'on crée, on les fait en s'inspirant de la nature. Et les oiseaux également, en fait, pour les avions. Je pense que il y a eu beaucoup d'observations de la nature pour pouvoir développer. Ensuite, bon, il y a tout l'intellect et tout le développement, voilà, de la performance, mais initialement de s'inspirer juste de la nature et voir comment c'était mis en place de ouais. manière naturelle autour de nous. C'est ça. Et je pense que du coup, en fait, que justement, le fait qu'on ait acquis cette capacité de voler, entre guillemets, avec les avions, je pense que du coup, l'homme s'est beaucoup moins tourné vers les oiseaux. C'est pour ça que, du coup, je voulais, avec cette vidéo aussi, revenir, recentrer un petit peu les images sur les oiseaux et refaire justement du biomimétisme pour essayer de s'inspirer des oiseaux, notamment avec les neurosciences et tous les super pouvoirs qu'on a pu parler des oiseaux. Je pense qu'en essayant de creuser un petit peu plus et de piocher là-dedans, on peut essayer de faire un biomimétisme et d'évoluer un petit peu, en tout cas, nos sociétés de manière un petit peu positive. Je pense que ouais, c'était aussi l'intérêt de cette vidéo hein, de faire ça, de parler un peu plus, de recentrer un petit peu sur les oiseaux. Merci à toi. Et les oiseaux sont bien cachés, mais n'oubliez pas qu'ils ont des super pouvoirs et que ça reste des dinosaures, même s'ils sont tapis dans les bosquets de votre jardin. C'est ça. Prenez le temps de les regarder, de les écouter. Je pense que ça peut faire du bien pour vous et puis aussi pour la nature. Et vous en tomberez amoureux. Est-ce que tu aurais des situations en lien avec les oiseaux Euh, qui t'inspirent? Parce qu'en vrai, bah, j'aime bien finir en fait les interviews. Bon, on ne fait que du coup deuxième avec celle-ci, mais j'aime bien finir avec un côté réflexion et avec le mot de la fin, avec une petite citation. et bah, disons que je te laisse le mot de la fin, parce que je suis une fan de citation, mais là, en l'occurrence, j'en Il y ai en a pas plein. vraiment. Donc, je te laisse le mot de la fin. Je vais en faire deux. Je pense que, alors, je vais prendre celle-ci. Alors, je sais pas de qui elle est. Nous sommes des oiseaux de passage. Demain, nous serons loin. En fait, enfin, moi, je pense que cette phrase nous fait penser un petit peu que voilà, que tout est éphémère et tout est changement. Je ferai ça. Non, mais il faut savoir apprécier, enfin, justement, au vu, la vie est éphémère et donc il faut en profiter et voilà, chaque instant mérite, doit être, voilà, être apprécié à sa juste valeur et parce que demain, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc C'est ça. savoir en profiter tant on est là. C'est ça. Tout à fait. Et une deuxième. Allez. Moi, j'ai celle-ci. Les oiseaux, c'est comme l'amour, ça a toujours existé. Toutes les espèces disparaissent, mais pas les oiseaux, comme l'amour. Ça fait qu'effectivement, c'est l'amour qui est un petit peu le fil directeur de chaque vie, en fait. S'il n'y a pas d'amour, hein, et qu'il n'y a que de la haine, bah, on a ce qui se passe maintenant. Des guerres et puis de la jalousie, des conflits. Donc, les oiseaux peuvent refléter hein, voilà, cet amour. Et oui, les oiseaux sont toujours là, mais pour combien de temps? Voilà, À nous voilà, de propager l'amour et l'amour pour la faune et la nature, pour les garder près de nous. je pense que voilà, rien n'est perdu, il faut juste
revenir aux fondamentaux, hein, c'est une des phrases que j'aime bien beaucoup. Revenir aux bases, c'est important. Donc, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur le thème des oiseaux. Merci à toi. Merci de l'invitation.